Bonjour, nous sommes avec Rémi Cuina aujourd'hui de chez Generali, directeur des actifs en unité de compte, et nous allons lui parler de blockchain. Il va nous parler de blockchain. Bonjour à tous. Alors avant de commencer rentrer dans le vif du sujet, Rémi, est-ce que vous pouvez vous présenter et revenir sur votre parcours académique et professionnel? Avec plaisir, merci de m'accueillir Merci de nous accueillir. dans ce podcast. J'ai un parcours académique assez traditionnel, une école de commerce à la fin des années 90, qui m'a propulsé comme beaucoup de mes camarades dans le conseil. J'ai passé 5 ans dans des cabinets de conseil sur des sujets d'organisation. Et puis, comme c'est assez classiquement le cas, je finis par partir chez un client. Et c'est comme ça que je suis rentré dans l'assurance. D'abord dans des fonctions marketing, commerciales, de communication, puis je me suis petit à petit occupé également de produits, de distribution, de finance, et je suis aujourd'hui en charge de piloter les actifs de la compagnie Generali en France, s'agissant des unités de compte, c'est-à-dire des véhicules sur lesquels nos clients assurés investissent leur épargne pour générer des rendements. Alors, pouvez-vous nous présenter maintenant le groupe Generali, les activités, sa taille, sa présence dans le monde? Alors Generali, c'est un des acteurs majeurs de l'industrie de l'assurance dans le monde. C'est une compagnie qui a un certain nombre de caractéristiques, mais qui est d'abord une compagnie mondiale, on est implanté dans 50 pays, qui est une compagnie ancienne et résiliente, et pour autant très moderne, mais c'est une compagnie qui a 195 ans d'existence, ce qui est pas banal, et ce qui est à mon avis, un point clé. Quand on choisit un assureur, on veut qu'il soit solide. Si on est là depuis 195 ans et qu'on a traversé des guerres et un tas d'événements en Europe, c'est pas pour rien. C'est une compagnie italienne qui a été fondée à Trieste, donc en 1831, et qui est aujourd'hui un acteur généraliste, c'est-à-dire qui est capable d'offrir à ses clients des assurances de dommages, des assurances de personnes, de l'épargne, de la responsabilité civile, donc un grand assureur généraliste du marché mondial. D'accord. Et la compagnie en France, qui a été créée en 1832, donc vous voyez que juste après, un groupe qui a été dès l'origine très international, est aujourd'hui un acteur majeur du marché français. C'est 8 millions de clients en France, près de 10 000 collaborateurs, 15 milliards et demi de chiffre d'affaires en 2002, et une spécificité importante et une dominante dans l'assurance vie, et notamment l'épargne, parce que ça représente plus des 2/3 de notre chiffre d'affaires en France. Donc Generali est un des leaders de l'épargne en assurance vie sur le marché français. Très bien. Alors, en tant que leader, donc Generali s'est penché sur la blockchain. Dès 2021, Generali investit dans une société qui s'appelle Easeness, dont vous êtes membre du board. Est-ce que la stratégie blockchain actuelle de Generali consiste à acquérir des sociétés pour consolider sa position dans le secteur, ou est-ce que la stratégie est différente? Pour répondre à cette très belle question, je pense qu'il faut que je fasse un peu de pédagogie sur qu'est-ce que l'on fait dans notre métier de gestion des investissements de la compagnie sur les unités de compte, et en quoi cette blockchain est un usage que nous avons adopté. Je vais essayer d'être le plus pédagogique possible. N'hésitez pas à m'interrompre si j'utilise des mots barbares. Dans une compagnie d'assurance, s'agissant de l'épargne des clients, lorsque le client investit sur son contrat d'épargne, donc verse de l'argent et choisit d'investir cet argent sur un support financier, un OPC, un fonds, une SICAV, une des caractéristiques de l'organisation comptable de l'assurance vie, c'est que le client n'est pas détenteur du titre sur lequel il investit, mais c'est bien la compagnie d'assurance qui en est le détenteur, le client étant détenteur d'une dette symétrique à ce véhicule-là. Ce qui veut dire que dans nos activités d'assurance au quotidien, les dizaines de milliers de clients qui nous ont confié leur épargne et qui agissent tous les jours, font des choix d'investissement, choisissent d'investir sur tel support, de désinvestir sur tel autre, font des arbitrages, des rachats, des versements complémentaires. Et il faut donc que nous, compagnie d'assurance, nous soyons organisés pour, sur les marchés financiers, aller acheter et vendre tout ce que les clients nous demandent de faire dans leur contrat, et évidemment aujourd'hui, pour être bien synchrone entre la demande du client et puis les valeurs sur le marché. Chez Generali, c'est pas anodin parce que ça représente
à peu près tous les jours 170 000 instructions d'achat et de vente sur l'intégralité de nos portefeuilles. En France? En France. Ok. Ces 170 000 instructions, après un processus de netting, nous font générer 1500 ordres d'achat ou de vente. Alors, mot barbare, qu'est-ce que le netting? Le netting, c'est la somme entre ceux qui rachètent et ceux qui investissent. Très bien. Vous avez raison. Donc, si vous avez investi dans le fonds Amundi Équilibre et qu'un autre client a décidé de désinvestir dans le fonds Amundi Équilibre, nous, on ne passe pas 2 ordres, mais on passe qu'un seul ordre, qui est le net D'accord, très bien. de ces positions. Et donc, on génère à peu près 1500 ordres tous les jours d'achat et de vente, et on mouvemente à peu près 80 millions d'euros d'actifs quotidiennement sur nos 35 milliards d'euros de valeur de marché d'unités de compte qui appartiennent à nos clients. Pour faire ceci, aller acheter auprès d'une société de gestion une part de fonds, donc passer un ordre, envoyer du cash, recevoir le titre, nous passons, et tous les assureurs et les marchés financiers d'une manière générale, passons à travers ce qu'on appelle une infrastructure de marché, l'infrastructure post-trade s'agissant des fonds, qui consiste à faire intervenir un certain nombre d'acteurs que je vais décrire très simplement. Generali a une banque, ce qu'on appelle un teneur de compte conservateur, à qui je vais envoyer mes ordres. C'est à la banque de placer ses ordres sur le marché. Pour faire ça, elle va agir en tant qu'agent de transfert. Cet agent de transfert va envoyer ses ordres à une structure centralisatrice des ordres sur le marché. En France, c'est Euroclear. En Allemagne, c'est Clearstream, donc infrastructure de marché. Et cette infrastructure-là, ce centralisateur, va redescendre auprès de l'agent de transfert de la banque du fonds cet ordre-là. D'accord. Vous voyez bien que moi, j'envoie à ma banque envoie à son agent de transfert envoie société de clearing. à la société de clearing, société de clearing renvoie à l'agent de transfert de la société de la banque, qui va le renvoyer à la banque de la société de gestion de portefeuille de l'asset manager qui gère le fonds, qui va le renvoyer au fonds. Donc tout ça fait beaucoup d'intermédiaires. Tout ça fait beaucoup d'intermédiaires et génère un certain nombre de contraintes qui sont, évidemment, il faut rémunérer tous ces intermédiaires, ce qui est normal, chacun agit pour sa part, mais donc c'est pas économiquement insensible. Il faut que chacun de ces intermédiaires ait le temps de faire sa tâche, et du coup, ça veut dire que les ordres qu'il faut que j'envoie à ma banque, il faut que je les envoie avant une certaine heure pour qu'ils soient des contraintes à respecter, à leur limite de réception des ordres par le fonds. Et tous ces intermédiaires ne sont pas forcément super transparents, c'est-à-dire qu'ils ne transmettent pas l'intégralité de la donnée parce qu'ils font eux aussi ce fameux netting dont on parlait tout à l'heure. Mais c'est l'infrastructure de marché telle qu'elle existe aujourd'hui. Maintenant, on va parler de blockchain et de la façon dont on l'utilise, avec peut-être un petit retour en arrière juridique. Parce que beaucoup de choses commencent par la loi, souvent. Et dans une loi qui s'appelle la loi Sapin 2, du nom du ministre des Finances de l'époque, a été inscrit un article, c'était en 2017, qui dit toujours d'ailleurs, les transactions réalisées sur des parts de fonds dans un dispositif électronique d'enregistrement partagé vaut preuve de propriété. D'accord. Le législateur est toujours très économe de mots. Une phrase qui voulait tout dire, qui voulait finalement dire que la blockchain, dispositif électronique d'enregistrement partagé, famille française de la DLT, est finalement aussi robuste qu'une infrastructure de marché avec des banques régulées et un clearer pour générer des transactions, prendre en charge des transactions et tenir le registre des positions du fonds, enregistrer ces positions. Un certain nombre d'acteurs du marché français, des sociétés de gestion, des assureurs, se sont emparés de ce sujet. Voilà une nouveauté qui est intéressante. Comment on peut exploiter, trouver un bon usage commun de ce sujet. Et c'est comme ça qu'est né ce projet Isness, qui a d'abord été un projet, un groupe de travail informel avec une quarantaine de sociétés de gestion de la place, des assureurs, et puis qui a abouti à la création de cette plateforme avec un certain nombre de ces acteurs du marché qui ont décidé de mettre un peu d'argent, de créer une structure
de développer un prototype et de commencer à opérer des transactions. Et Generali s'est toujours intéressé à ce sujet-là. Et nous sommes rentrés dans cette aventure à la fin de l'année 2019, une fois que le prototype tournait, et une fois également qu'Isness avait été enregistré comme entreprise d'investissement régulée, parce que c'est pas une tech provider, mais bien une entreprise d'investissement, à la fois sous la régulation de l'AMF et de la CPR, les deux régulateurs du marché financier et de l'assurance en France. Alors pourquoi faire ? Oui, que propose cette plateforme ? Parce que qu'est-ce qu'on fait avec Quelle est sa valeur ajoutée ? Nous avons commencé à organiser la connexion directe entre nos activités et les sociétés de gestion d'actifs à travers ce tuyau sécurisé qu'est la blockchain pour transmettre et performer des ordres et tenir en blockchain ce fameux registre des positions. Alors ça a de grandes vertus. La première, c'est que de mon point de vue, la blockchain est sans doute la technologie la plus appropriée pour réaliser ce type d'activité en ce qu'elle est encryptée, très sécurisée et auditable. Transparente, tout à fait. Transparente et auditable. Auditable dans le sens où on peut chaque action dans la blockchain est inscrite de manière inaltérable. Et donc, comme on manipule quand même des sommes d'argent qui sont conséquentes tous les jours, à la fois sur les flux, mais sur les stocks, Generali a maintenant un peu plus de 5 milliards d'euros d'actifs dans la blockchain. D'accord. La mission, c'est d'en avoir 15 d'ici 2 ans. Voilà, il faut un truc assez sérieux. Et l'auditabilité des transactions est un sujet clé dans la sécurité et la conformité de nos opérations. La seconde vertu, c'est évidemment le peer-to-peer. C'est-à-dire que nous avons, à travers ce dispositif-là, éliminé les intermédiaires qui nous prennent un peu d'argent et beaucoup de temps. Ouais. Sur le plan opérationnel, et là je reviens à notre activité au quotidien, je peux vous assurer que dans nos équipes qui gèrent le carnet d'ordre tous les jours, être capable de valider, vérifier, contrôler le carnet d'ordre 2 heures de plus, parce que le temps que nous avons gagné, c'est 2 heures, entre 1h30 et 2 heures. De quelle manière vous avez gagné ces 2 heures ? Eh bien parce que dans le prospectus d'un fonds, c'est-à-dire son documentation juridique, il est inscrit, encore un barbarisme anglais, 1 heure de cut-off. Cette heure-là, c'est l'heure à laquelle, jusqu'à laquelle le fonds accepte des souscriptions et des rachats exécutés sur la valeur du jour, sur la valeur du soir. Si vous passez le cut-off, vous serez exécuté le lendemain. Donc la blockchain vous a permis d'allonger ce cut-off de 2 heures, c'est ça ? Non. La blockchain nous a permis d'éliminer le cut-off de confort que nous imposent les intermédiaires qui nous disent dans le dispositif post-trade traditionnel, si vous voulez que votre ordre soit exécuté à midi, alors il faut me l'envoyer avant 10h ou 10h30. Et donc, on a gagné 1h30 à 2h. Aujourd'hui, si on envoie un blockchain un ordre à 11h59, on a aucune difficulté s'il est pris en charge. Donc du temps. Évidemment de l'argent, puisque cette activité n'a plus à être, les intermédiaires n'ont plus à être financés à la fois par la partie qui achète et par la partie qui vend, puisque ces intermédiaires se nourrissent un peu des deux dispositifs, des deux côtés de la chaîne, et puis une plus grande transparence, clairement, des données qui se promènent dans cette blockchain, et une plus grande instantanéité pour celui qui reçoit les ordres, c'est-à-dire l'asset manager, sur qui achète quoi, qui vend quoi, plus de netting de cet intermédiaire de marché qui faisait perdre en fait à la société qui vend ses fonds un peu de connaissance client, finalement instantanée. La blockchain que vous utilisez est une blockchain de consortium, j'imagine ? Alors, c'est une blockchain privée permissionnée, un élément important. C'est-à-dire que Isness, en tant qu'entreprise d'investissement, détient la preuve d'autorité. Donc on n'est pas dans la finance décentralisée, mais bien dans un club fermé d'investisseurs et de fournisseurs de fonds qui ont choisi d'organiser leurs relations sur cette infrastructure-là. C'est important parce que c'est un secteur qui est très très régulé et qui notamment nécessite dans une mise en relation
le partage de ce qu'on appelle le KYC, encore un barbarisme, mais que je ne trouve pas, dont je ne trouve pas la traduction, Know Your Customer, et qui doit, c'est vos clients. Voilà, qui doit m'obliger à déclarer une multitude de choses concernant Generali et à la société de gestion de déclarer une multitude de choses, d'échanger ces éléments-là pour vérifier que nos relations d'affaires sont compatibles, qu'on a bien compris qui était celui d'en face, un client professionnel, un client particulier, qu'on avait des risques différents, etc. À travers la blockchain, et c'est une des vertus, au-delà de la réception-transmission d'ordre et de la tenue de registre, on partage aussi nos KYC et on peut le partager avec tous les gens qu'on a permis de regarder. Qui ont choisi de s'apponter à la plateforme. Et du coup, ça fait gagner quand même pas mal de temps plutôt que de répondre au KYC de toutes ces contreparties. C'est pas anodin. Generali, en France, travaille avec 340 sociétés de gestion différentes. Ça voudrait dire, dans un monde classique, que je réponds 340 fois au même questionnaire. Évidemment, de 340 manières différentes, parce que chacun a son template, etc. Ce qui finit par être heureusement très chronophage. Dans la blockchain, d'abord, mon KYC il est certifié, puisque encore une fois, il est redaté, il est vérifié, il est certifié par l'AMF également. Et je n'ai plus à répondre, je n'ai plus qu'à choisir de travailler avec telle et telle société de gestion qui me demande et à échanger nos datas. Donc, pour répondre à votre question, blockchain privée, permissionnée, Isness détenant la preuve d'autorité. Alors, je ne suis pas très technicien sur ces aspects-là, vous l'avez compris. Moi, la blockchain, c'est pour moi une technologie qui permet grandement de fluidifier, sécuriser, automatiser notre métier d'investisseur en unité de compte. La blockchain est développée sur Hyperledger, qui est un langage qui nous a paru être approprié. Ce n'est pas une blockchain qui a... En fait, l'activité est assez simple. On n'a pas besoin d'algorithmes très puissants pour faire des calculs. Finalement, ce que l'on fait, c'est du ticketing. Je t'envoie une demande, tu me renvoies un titre, je paye. Voilà, je vends des tickets. Les sociétés de gestion, elles vendent des parts de fonds. Et moi, je les achète. Mais la blockchain est parfaitement adaptée à ce sujet-là. Ok. Donc la blockchain est parfaitement adaptée à ce sujet-là. Donc vous êtes intéressé par cette technologie. Oui. Est-ce que vous envisagez d'investir ou d'acquérir des startups blockchain dans des secteurs similaires ou connexes dans les années qui viennent? Ou quelle est votre stratégie si ce n'est pas une stratégie d'investissement pure et dure? Alors, d'abord, s'agissant d'Isness, nous sommes investisseurs en capital parce que nous sommes utilisateurs et partenaires industriels. C'est-à-dire que nous ne sommes pas agi vis-à-vis d'Isness comme un fonds de capital risque ou comme un investisseur institutionnel. C'est d'ailleurs le cas de toutes les parties prenantes au capital d'Isness qui regroupent des sociétés d'assurance et des sociétés. Combien sont ces parties prenantes? Aujourd'hui, il y a une dizaine d'actionnaires. D'accord. Secteur banque assurance? Ouais, c'est Groupama AM, c'est la Banque Postale, c'est le groupe Arkea, donc le Crédit Mutuel de l'Ouest, c'est Ophi Asset Management, c'est Candriam, c'est la financière de l'Échiquier, c'est Apicil côté assureur, Generali également côté assureur, un certain nombre d'autres que je ne peux pas dévoiler aujourd'hui, mais qui rentrent également au capital. Et puis c'est aussi une quarantaine d'utilisateurs, sociétés de gestion qui ne sont pas forcément au capital de l'entreprise, mais qui ont choisi cette plateforme comme étant l'outil cible de développement de leur business. Et surtout, parce que je pense qu'au-delà de la technologie, ce dispositif a une grande vertu qui est de recréer un lien direct entre le fournisseur et son client, entre deux partenaires, de recréer des occasions de contact, alors qu'ils sont au quotidien sur ces flux financiers, mais qui sont aussi forcément de parler de business, de l'un et de l'autre, de nos perspectives, de nos projets, de nos envies. Voilà, et cette désintermédiation, elle permet aussi beaucoup de recréer ces liens humains qu'on a un peu perdus parce que cette infrastructure post-trade avait fait un certain nombre d'écrans entre nous. Et je ne veux pas porter de jugement. Cette infrastructure, elle a été mise en œuvre, elle a rendu de grands services, parce qu'il n'y avait pas d'autres solutions. Mais aujourd'hui, on voit bien que la technologie
et particulièrement la blockchain, disrupte ce sujet-là, et c'est en train de s'imposer comme étant voilà, le modèle cible s'agissant des transactions financières entre des investisseurs et des fournisseurs et des producteurs de fonds. Business n'est pas la première, n'est pas la seule initiative menée par Generali dans la blockchain. En 2021, Generali a acheté des security tokens d'une obligation sur le marché secondaire. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce que c'est qu'une obligation pour ceux qui ne savent pas? Qu'est-ce qu'un security token? Et ensuite, quel est l'intérêt de passer par un jeton plutôt que d'acheter directement l'obligation sur le marché? Qu'est-ce qu'une obligation? C'est un titre de créance. C'est une façon dont a une entreprise de se financer. Lorsqu'une entreprise a des projets de développement, des projets de croissance, d'investissement, de construction d'usines, d'installation, de développement international, elle a deux solutions. Elle va voir sa banque, elle fait un prêt, ou alors elle émet une obligation, qui est donc un titre de créance. Elle emprunte de l'argent au marché, elle promet un rendement, le fameux coupon, et elle donne une maturité à cette obligation. Je rembourserai donc 10 ans d'échéance réelle. Donc tous les jours, sur les marchés s'émettent des milliers d'obligations d'entreprises et des États. Je vous rappelle que la France, à travers l'instrument qui s'appelle l'OAT, finance son activité et un peu son déficit en émettant de la dette de l'État français sur les marchés, avec une rémunération. En tant qu'investisseur institutionnel, Generali, les assureurs, d'une manière générale, sont des grands consommateurs d'obligations, des grands investisseurs, les fameux les investisseurs institutionnels. Et donc, nous, comme les autres, nous achetons tous les jours de la dette gouvise, c'est-à-dire la dette d'État, la France, l'Italie, les États-Unis, l'Allemagne, l'Espagne, etc. Et puis de la dette corporate, c'est-à-dire de la dette d'entreprise qui émet donc cette dette-là. Et pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On passe par une banque, on passe par un broker qui va intervenir sur au niveau des intermédiaires, donc. Et voilà. Et ensuite, on va avoir la preuve de détention de ce titre dans le compte titre qu'on a auprès de la banque, comme pour mes unités de compte, pour mes actifs qui couvrent nos engagements ou nos fonds propres. Voilà, un dispositif traditionnel. Et du coup, on s'est intéressé à ce sujet-là, et ça a été... Alors, c'est plus une expérimentation qu'un sujet industriel. S'agissant de business, c'est pleinement industriel aujourd'hui. On doit transacter, on doit faire autour de 10 millions d'euros de transactions sur business tous les jours. D'accord. Pas négligeable. Voilà, on a une centaine, 150 ordres tous les jours sur business, et on a l'intention de monter en charge rapidement là-dessus. Sur Security Token, c'était un test que nous avons mené et qui a consisté à aller acheter une obligation tokenisée, c'est-à-dire en fait ce titre en blockchain, enregistré dans un registre blockchain, ce qui nous permet de nous passer finalement du dispositif traditionnel et à devoir cette preuve de détention en blockchain au lieu que dans le registre d'une banque. Et je pense que, notamment s'agissant de business, mais s'agissant de tous ces sujets autour de la blockchain, il y a bien ce sujet de la transaction qui va plus vite, et plus direct et transparente, mais il y a cette extraordinaire tenue de compte, tenue de position, tenue de registre inaltérable et à jour instantanément et constamment, qui est une immense vertu. C'est finalement un compte bancaire digital. Moi, je vois business finalement d'un point de vue métier, pas comme étant une blockchain, pas comme étant une entreprise d'investissement, mais comme étant ma banque digitale, finalement, ma banque teneur de compte conservateur, mais qui a la vertu d'utiliser la blockchain et de me faire gagner du temps, de l'argent et de la sécurité et de l'efficacité. Est-ce que Generali recrute au sein de ses équipes des profils blockchain? Alors, s'agissant de business recrute au sein de ses équipes, évidemment, des profils blockchain qui sont à la fois des profils blockchain et des profils finance, parce qu'il faut aussi y avoir une double casquette de ce qu'est un fonds, de ce qu'est une infrastructure de marché, de ce qu'est la réglementation, etc. Generali n'a pas aujourd'hui décidé d'internaliser ces sujets-là.
Et encore une fois, c'est les cas d'usage qui feront qu'il y aura un déclic. Si on trouve d'autres cas d'usage et d'autres applications de la blockchain dans des processus internes ou avec nos clients qui permettent de gagner du temps, d'avoir une meilleure value proposition pour le client, d'être plus efficace économiquement, on n'hésitera pas. Mais vraiment, l'approche de Generali, elle est vraiment de partir de nos besoins, de nos processus et de en quoi la technologie nous permet d'accélérer, de faire le mile supplémentaire et de gagner à la fin une meilleure proposition de valeur pour nos clients. Donc, dernière question, quel conseil donneriez-vous pour mettre en œuvre un projet similaire à Isness ? C'est une bonne question. On a vu sur le marché un certain nombre d'initiatives de blockchain qui n'ont pas trouvé leur modèle, qui n'ont pas trouvé leur marché. Et tous les jours, il y a des choses qui se créent, puis il y a des choses qui s'abandonnent. Dans la majorité des cas, je pense que l'erreur, en tout cas l'écueil, c'est d'essayer de répliquer un modèle traditionnel avec la blockchain. Au lieu d'en faire un modèle à part entière. Exactement. Et je pense que le facteur de succès de cette aventure business, parce qu'il y a 3 ans, c'était une aventure. C'est aujourd'hui un sujet qui est en train de s'imposer comme un standard et qui connaît vraiment un gros succès, mais il fallait penser, il fallait avoir envie. Alors le courage aussi de défricher. Moi, je suis très reconnaissant au comité exécutif de Generali qui a répondu à ma demande d'investir, de faire ce pari-là. Et je pense qu'il faut avoir une certaine dose de confiance sur ce sujet-là. Mais ce qui fait ce succès-là, c'est pas tellement la blockchain, en déplaise à nos auditeurs, mais c'est finalement que ça a été la meilleure façon de revoir en profondeur le processus et l'organisation. De repenser nos relations avec nos parties prenantes et d'utiliser la blockchain comme étant une solution, mais pas comme un moyen. Pensez à comment exploiter la blockchain dans un processus. Si c'est répliquer le processus en blockchain, ça a un peu d'intérêt. Si c'est se donner l'occasion de repenser le processus et de remettre à l'épreuve tous les maillons d'un process, c'est-à-dire est-ce que c'est utile, est-ce qu'on peut le faire autrement, est-ce que c'est nécessaire, est-ce que sur le plan réglementaire c'est indispensable. Voilà, c'est repenser les intermédiaires, enfin la façon de bout en bout dont s'organise un processus métier et utiliser les vertus de la blockchain pour optimiser, remettre une vraie valeur ajoutée et tirer toute la valeur ajoutée de cette technologie. D'accord. C'est ça qui a fait, je pense, le succès d'Isness. Si notre volonté avait été de digitaliser le processus tel qu'il existe aujourd'hui, ça n'aurait pas fonctionné aussi bien. Je ne pense pas que ça aurait fonctionné aussi bien. Et vraiment, voilà, la vertu de cette blockchain, elle est dans cette robustesse, transparence, encryptement solide et peer-to-peer qui nous permet vraiment de constater aujourd'hui que cette aventure-là est aujourd'hui un succès. Écoutez, merci beaucoup Rémi d'avoir partagé votre enthousiasme et votre connaissance de la blockchain de manière très simple et didactique pour nos auditeurs. Merci à vous.